Bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour la nouvelle année du séminaire Conflits et territoires. On a eu beaucoup d'intervenantes et d'intervenants dans le séminaire Conflits et territoires, mais cette année on commence vraiment fort, je trouve. Parce qu'avec Patrice Durand, c'est quand même un intervenant qui est extrêmement connu, donc pas besoin de faire de longues présentations, et en même temps, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, parce qu'il va traiter aujourd'hui de la question du territoire en tension, action publique et pouvoir politique. Et Patrice, c'est aussi quelqu'un qui est des fois en tension entre deux types d'activités. Donc une activité à la fois je dirais de grand serviteur de l'État, professeur au département de sciences sociales de l'ENS Paris-Saclay, président du Conseil national de l'information statistique, puis dans le passé président de l'INED, directeur de l'Institut d'éthiques avancées de Paris, conseiller des ministres, etc. Bon, et des princes. Donc ça c'est une partie de son activité. Et puis de l'autre côté, c'est une activité de recherche extrêmement soutenue, que vous connaissez bien sûr, des articles, des ouvrages, etc., en sociologie politique, des organisations, et surtout autour des questions de l'action publique et des politiques publiques. Donc voilà la raison pour laquelle c'est particulièrement important et on est extrêmement heureux de le recevoir. Donc je crois qu'on n'a que trop tardé. Maintenant, tu peux... Merci André et bonjour à toutes et à tous. Non, je suis ravi d'être ici. C'est pas une figure de style, un propos de circonstance, tout simplement parce que effectivement j'ai quelques amis autour de cette table, des grands anciens, si j'ose dire. J'ai effectivement un passé autour de l'ENGREF, de l'agro et de l'INRA, etc., qui est important. Donc c'est toujours un plaisir et vraiment merci de votre invitation. Alors juste dans les titres que tu avais, j'ai été, mais ça n'a pas été officiel, mais ça Laurence s'en souvient peut-être. J'ai été Monsieur Ours pendant 3 mois. Avant qu'on nomme, je faisais l'évaluation du parc national des Pyrénées occidentales. C'était la seule évaluation qui existe, je crois, vraiment d'un parc historiquement. Alors il y a eu beaucoup de travaux sur ces questions de gens autour de la table et le directeur de cabinet du ministre était en pleine affaire de l'ours, me dit écoutez Monsieur Durand, puisque vous êtes là, vous êtes sur le terrain, est-ce que vous pourriez pas être Monsieur Ours, mais de manière officieuse, pendant 2-3 mois avant qu'on nomme quelqu'un. Donc j'ai été aussi Monsieur Ours. Donc je suis très fier. Bien. Donc oui, moi, compte tenu de mes spécialités de recherche et mes activités en plus au CNIS sur les questions statistiques et qui renvoient à d'autres d'anciennes études d'économètres, je voudrais réfléchir avec vous sur la question du territoire dans ses liens avec le pouvoir politique via l'action publique. Parce que c'est une question décisive aujourd'hui et qui nous pose d'énormes problèmes. Pour le dire de manière très rapide, d'une certaine manière, aujourd'hui, on raisonne plutôt mieux que par le passé. On raisonne même très bien, ce qui prouve que les sciences avancent, et les sciences sociales en particulier. Mais suivant une vieille question, si vous voulez, la maîtrise théorique du monde ne vous donne pas nécessairement sa maîtrise pratique. Donc aujourd'hui, si on a une meilleure intelligence effectivement des territoires, et je reviendrai dessus, la gestion publique des territoires pose d'énormes problèmes qu'on ne sait toujours pas gérer. Donc je voudrais revenir un petit peu sur ces questions, et à travers peut-être un ancrage au départ un peu historique, pour rappeler que la question du territoire est une question jeune. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une question jeune. Pardon. Le territoire apparaît dans la réflexion sur l'action publique, au fond, dans les années 70. Mais pas véritablement. On parle de territoire. Pardon. Excusez-moi. Et tout ça nous renvoie aussi à une figure essentielle, une figure institutionnelle, qui est celle de l'État. Le problème, c'est que, comme disait un historien allemand bien connu, Koselleck, derrière la stabilité d'un mot, il peut y avoir une grande diversité, hétérogénéité de réalités empiriques. Et c'est la question. L'État est, de ce point de vue-là, tout à fait exemplaire.
Un de mes collègues américains avait une très très belle formule que je reprends régulièrement. Il disait « Les institutions sont des monuments érigés à la gloire de vieux problèmes ». J'aime beaucoup cette formulation. Et effectivement, l'État dans lequel nous sommes a été très largement construit autour d'un problème, ce qui fait que d'ailleurs, si vous voulez avancer dans la réflexion sur l'action publique, il faut toujours réfléchir en termes de problème. Quel est le problème qui est en jeu? Or, la question qui est en jeu derrière l'État, c'est l'intégration politique du territoire. C'est l'intégration politique du territoire, et quand les États sont faiblement structurés, ça correspond à des pays dans lesquels le territoire était relativement intégré, politiquement. Le cas de la Grande-Bretagne, par exemple. Quand les États sont forts, comme le disent certains politistes, forts au sens de leur mode de structuration et de leur type d'intervention, c'est parce que ce sont les États qui ont construit la nation. C'est le cas de la France. En France, c'est l'État français qui construit la nation. La nation ne préexiste pas à l'État, ce qui explique pourquoi il fallait que l'État soit aussi fort, aussi puissant, ce qui renvoie aussi à des dimensions qui ont quelques liens aussi avec la fonction publique. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on a grandi sur cette idée, et ce qui nous amène aussi à voir que quand on parle des collectivités territoriales aujourd'hui, les collectivités territoriales d'aujourd'hui étaient des collectivités locales. Moi, j'ai grandi, quand j'étais nettement plus jeune, dans un monde dans lequel, à Sciences Po, au Centre de sociologie des organisations, en économie, on parlait de local. On parlait de local. Et le local renvoyait effectivement au département, la région bien plus tardivement, les communes, etc. Et le local s'oppose bien évidemment au central. Donc on est dans une vision hiérarchique, si vous voulez, qui effectivement permet de distinguer ce qui est en haut et ce qui est en bas. Même si en France on est dans une situation assez étonnante de ce point de vue-là, puisque vous le savez, aujourd'hui c'est une chose assez connue, on m'a demandé un papier dernièrement sur la déconcentration. La France déconcentre son administration, pourquoi ? Pour gérer la centralisation. Si vous voulez être un pays fortement centralisé, il faut être présent à la périphérie. Si vous n'êtes pas présent à la périphérie, vous n'existez pas. Ce qui explique pourquoi, en France, l'administration de l'État, et en particulier pour ce qui concerne les affaires agricoles, les services déconcentrés ont toujours été extrêmement puissants, avec des préfets extrêmement puissants, etc. Pourquoi ? Le paradoxe, c'est quoi ? C'est que, tout simplement, si vous voulez, effectivement, dans un pays centralisé, tenir le terrain, il faut être proche du terrain. D'où le fait que, vous le savez, la France est un pays dans lequel, et c'est le pays européen dans lequel les élus locaux sont les plus puissants. Les élus locaux en France sont extrêmement écoutés. C'est d'ailleurs aujourd'hui ce qui, vous le voyez très bien, on le voit très clairement. J'étais à une réunion entre deux élections avec Patrick Roger du Monde, où on faisait une discussion des élections, et je le disais d'une certaine façon, aujourd'hui on est dans un affrontement local-central, pour une raison simple, c'est que vous voyez très bien que les partis politiques traditionnels, la classe politique traditionnelle, ce qu'elle tient, elle tient la base, elle tient le local. Donc on est aujourd'hui dans une confrontation encore plus forte que par le passé, ce qui renvoie justement à cette question des liens entre, justement, entre guillemets, le local et le central. Mais la France se caractérise par ce côté un peu étrange pour un pays centralisé, c'est que, dit centralisé, c'est un pays dans lequel c'est le pays où les élus locaux sont les plus puissants. Ils sont les plus puissants à travers des alliances qui se sont construites. Un collègue a parlé joliment du jacobinisme apprivoisé. Vous le savez probablement. Le jacobinisme apprivoisé, effectivement. Et comme vous avez 36 600 communes en France historiquement et plus de 80% qui ont moins de 3 000 habitants, vous avez des communes faibles et ces communes avaient bien besoin de l'État. Et en particulier des DDA et des DDE. Donc d'où ce paradoxe, si vous voulez, qu'en France, la France est un État centralisé dans lequel effectivement, le poids du local a été politiquement extrêmement déterminant dans la gestion aussi bien politique que en termes d'action publique, si vous voulez. Mais vous voyez, l'acception, elle est locale, centrale. Or, avec la décentralisation, vous voyez qu'il y a un premier glissement qui s'opère. On parle de collectivité
territoriale. Ce n'est pas un hasard. On parle de collectivité territoriale parce que la notion de territoire émerge progressivement. Avant, on parlait de gouvernement local. Aujourd'hui, on vous parle de gouvernement des territoires. Pourquoi ? Tout simplement parce que, là aussi, la nature des problèmes a changé considérablement. Là aussi, posons-nous la question des problèmes. Les problèmes de gestion publique dans les années 50-60 et une partie des années 70, etc., renvoient à des logiques de production. L'administration est une administration de production. On produit des routes, on produit de l'hydraulique agricole, on produit des règles, on construit des écoles, etc. On est dans des logiques de production. Ce qui explique une chose, ce qui explique la force du schéma bureaucratique, dont on arrive aujourd'hui on a beaucoup de mal à se défaire, c'est-à-dire un système dans lequel, effectivement, le propre des bureaucraties est d'être dirigé de manière hiérarchique suivant des logiques de qualification. Donc effectivement, si vous construisez des routes, celui qui en sait un peu plus, la construction des routes est en haut, celui qui en sait un peu moins, il est en bas. Donc on est dans des logiques d'opération. On parle d'opération, historiquement. En matière de management public, on parle d'opération, on est dans des logiques d'opération. Et vous voyez qu'on se pose des questions, on va se poser des questions d'organisation au sens un peu hard du terme. Ceci renvoie d'ailleurs dans un État aussi puissant que la France, que l'État français, à une des spécificités françaises qui l'illustre très bien. 1550 statuts particuliers, la fonction publique de l'État. Plus de 65% des agents publics dérogeaient, encore il y a 20 ans, à un titre ou à un autre, du statut général de la fonction publique. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des logiques de métier. On est dans des logiques de métier, et donc il faut ajuster le statut à la logique des métiers. Vous voyez, les logiques de production. Ce qui explique que, paradoxalement, vu d'aujourd'hui, la segmentation de la fonction publique est un gage de succès. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne gère pas l'ingénieur du génie rural ou l'ingénieur de l'agro de la même manière que l'inspecteur du travail ou encore l'inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'il percevait à l'époque des honoraires, mais ce qui montre que l'État connaissait ce qu'on appelle aujourd'hui des primes de performance et qu'on faisait effectivement en fonction du volume de travaux, on recevait effectivement quelques contreparties, ce qui arrangeait bien les services déconcentrés qui effectivement vivaient beaucoup mieux. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, cette segmentation de la fonction publique correspond à une logique de parfait ajustement de la logique des métiers à leurs tâches. On est dans des logiques de production. Ce qui, par la suite, va devenir un handicap majeur en matière de gestion publique. Pourquoi ? Parce que vous avez très rapidement ce qui va se poser à partir des années 70, des logiques d'horizontalisation, parce que les problèmes publics deviennent des wicked problems, comme on dit en anglais, des problèmes un peu diffus, transversaux aux nomenclatures administratives, aux catégories administratives, etc. Et du coup, on a beaucoup de mal à gérer les ressources humaines de l'État quand justement il faut marier un petit peu les professions. Il se trouve que j'ai été chargé de mission à Matignon en 1994, avec, sous l'autorité de Serge Valmont, qui était à la tête du CRDA, la Commission pour la réorganisation et la déconcentration de l'administration. J'étais en charge d'un rapport sur le pilotage préfectoral des services déconcentrés et, surtout, la fusion des DE-DDA. La fusion des DE-DDA de cette époque-là sera un échec, ne marchera pas pour des raisons politiques, et ensuite, mais c'était typiquement le cas. On était complètement bloqué, on a été bloqué dans le cheminement. C'était extrêmement facile. Quand j'étais dans les DDA ou dans les DDE, ceux qui étaient hostiles aux DDE ou comme aux DDA, etc., disaient « Ah oui, mais on n'a pas le même statut, etc. » Et le blocage était bureaucratique, et comme tous les blocages bureaucratiques, c'est ceux qui marchent le mieux, et du coup, on n'avançait pas. Donc, vous voyez, or, ce qui émerge, la notion de territoire va émerger dans les années 70. Pourquoi ? La notion de territoire va émerger sur les échecs des politiques des années 60. C'est-à-dire que la période de croissance économique. Vous savez, quand vous êtes riche, quand vous avez la croissance, vous avez les moyens, d'une certaine manière, de payer pour, au fond, cacher les problèmes.
C'est comme pour regarder la télévision, il y a 2 programmes qui vous intéressent, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez 2 télés. Là, c'est un peu la même chose, pour le dire rapidement et de manière un peu amusée. Les années 60, on est passé les années 60. Sauf que les années 70, on commençait à voir arriver les problèmes liés à des politiques qui étaient des logiques de production, qui correspondaient à des logiques de production. L'aménagement du territoire est très ancien, comme vous savez. Et l'aménagement du territoire a été une dimension puissante. Sauf qu'on s'aperçoit dans les années 70, justement au moment où on a beaucoup moins d'argent, que l'aménagement du territoire, ça n'a pas été terrible quand même. Que du coup on s'aperçoit que 2 communes qui font à toutes les 2 à peine 3000 habitants, vous avez deux piscines avec des grands bassins, vous avez des écoles, etc. D'où du coup tout ça coûte cher. Et or la première fiscal crisis au sens américain du terme, c'est la première crise budgétaire, vous savez, les 2 chocs, ce sont les 2 chocs pétroliers des années 70, d'où du coup on se pose des questions qui sont des questions de financement de l'action publique. Et du même coup, quand on se pose des questions de financement, on regarde si on a bien dépensé son argent. Donc les premières réflexions, si vous voulez, qui vont amener les différents acteurs à réfléchir, à faire du value for money, comme le disent les British, c'est dans ces années-là. Et du coup, on commence à s'apercevoir qu'on n'a pas toujours été très bon. Et que les échecs des politiques, sur quoi ils s'inscrivent? Ils s'inscrivent sur des territoires. C'est pour ça que la notion de territoire a quelque chose à voir avec le regard qu'on va porter sur les résultats de l'action publique. Ça, c'est une dimension fondamentale. Et du coup, progressivement, on va s'intéresser au territoire. Alors, les services déconcentrés vont faire un usage d'ailleurs assez malin de cette notion-là en disant oui, c'est nous qui opérationnalisons les politiques publiques, ce qui n'était pas faux, bien évidemment. Donc, c'est sur les territoires que, effectivement, on ajuste des politiques nationalement définies à des réalités locales. Sauf que c'était une vision de la territorialisation très étroite, si vous voulez. Il faut prendre la notion de territoire dans une autre acception qu'une acception d'implémentation, si vous voulez, de simple mise en œuvre. Derrière l'idée de territoire, ce qui commence à se développer dans cette période-là, c'est le fait que si on veut agir sur des problèmes publics, et pas simplement construire des routes, construire des logements sociaux, etc., il faut, pour partie, et une partie essentielle de son activité, c'est de connaître le territoire. C'est de savoir ce qui le compose, quels sont les rapports de force, quelles sont les richesses, quels sont les atouts, quelles sont les faiblesses d'un territoire. Or, ça on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. En 1994, quand je fais mon rapport, j'explique que les DAS, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ne connaissent pas leurs pauvres, que les DDE ne connaissent pas le marché local de l'habitat, qu'on construit des routes sans trop savoir quels seront les effets. Si on fait du calcul économique, mon camarade Valisère à l'école des ponts forme très bien ses ingénieurs des ponts, il y a ça sans aucun doute. Mais on sait très bien que les politiques routières et autoroutières, elle est gérée politiquement. Elle est gérée très politiquement. Le personnage politique du ministère de l'Équipement, c'est le directeur des routes. C'est l'homme qui est au cœur du fonctionnement du ministère de l'Équipement et qui tient à la fois le centre et la périphérie dans la main, d'une certaine manière. Et tous les élus se succèdent dans son bureau régulièrement dès qu'il est question de transport. Donc vous voyez, on est dans une situation, et les seuls, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai défendu historiquement avec les camarades directeurs départementaux de l'agriculture, une des spécificités de l'administration déconcentrée de l'agriculture, c'est que c'est le seul service à avoir des statisticiens. Ils avaient des statisticiens de l'INSEE, et à cette époque-là, en 1994, l'INSEE voulait les récupérer. Et donc, moi, étant chargé de mission et ayant un rapport à faire, je vais défendre clairement, si vous voulez, le maintien de ces statisticiens, parce que l'agriculture était le seul ministère. Alors bon, on peut toujours critiquer le type de statistiques qui était présent, peu importe. Il n'empêche que c'était le seul ministère, le seul service déconcentré de l'État qui savait à peu près de quoi il parlait quand il parlait de son territoire.
préfet n'avait rien, le SGAR n'avait rien, ils n'avaient rien du tout. L'INSEE campe à côté de l'administration de l'État. C'est une des raisons pour lesquelles, dans le rapport que je fais, je prône justement une déconcentration active de l'INSEE. C'est le problème, et c'est un problème que je gère pour partie aujourd'hui avec Tavernier, le directeur de l'INSEE, au CNIS, au Conseil national d'information statistique, puisque, effectivement, nous sommes confrontés au développement, effectivement, des services déconcentrés. Pourquoi ? Je vous donne une indication toute simple, et comme il n'y a pas de secret, je peux dire le nom et dire ce qu'il me dit. L'autre jour, Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, m'appelle, il se trouve qu'on se connaît bien parce que je suis un ancien Bordelais, il me dit, texto, Patrice, je suis... Il me dit, j'ai besoin de données. Tout le monde a besoin de données aujourd'hui. Et le seul service, le préfet, le corps préfectoral n'a rien. C'est-à-dire qu'on est dans une période aujourd'hui où on vous parle des territoires, c'est-à-dire que les effets d'une politique, si vous parlez en termes d'effets, c'est ça qui est important, c'est qu'entre-temps, entre les années 70 et les années 80, ce qui va se développer en France, mais qui va émerger très tardivement pour des raisons là aussi historiques sur lesquelles il serait très long ça me prendrait trop de temps de revenir, et ce n'est pas l'enjeu principal, c'est que le raisonnement en termes d'analyse de politique publique ne se développe véritablement qu'à partir des années 80. Pour vous donner une idée, c'est pas parce que... Premier cours d'analyse des politiques publiques à l'ENA, Patrice Durand, Jean-Claude Tenig, 1998. C'est-à-dire le retard. Ce qui n'était pas vrai dans les écoles d'ingénieurs. Puisque moi je l'enseignais, je n'étais pas le seul, depuis fort longtemps. Or, quel est le propre, si vous voulez, de l'analyse des politiques publiques? Quelle est la véritable révolution qu'il y a derrière le raisonnement en termes d'analyse de politique publique? C'est que l'analyse des politiques publiques ne raisonne pas sur les outputs, elle raisonne, comme on le dit, sur les outcomes. C'est-à-dire que le problème, c'est pas ce que l'on fait, c'est ce qu'il advient de ce que l'on fait. C'est-à-dire quels sont les effets. Aujourd'hui, on parle d'évaluation d'impact, etc., etc. Or, si vous posez des questions sur les effets, ces effets s'incarnent sur des territoires. Et ces territoires ne sont pas homogènes. Ces territoires sont liés à la nature des problèmes. D'où le fait que la politique de l'eau, elle est liée à des bassins versants. On a fait une évaluation de la politique des agences de l'eau. Il y a au plan avec Michel Matteux, Olivier Godard, et puis de l'agriculture, je ne me souviens plus quel était le collègue qui représentait l'agriculture sur ces questions-là. Après, on va se mettre à parler de bassins d'emploi, etc., progressivement. Pourquoi ? Parce que vous vous posez des questions, et vous voyez très bien que les territoires de l'action publique ne sont pas, bien évidemment, les territoires de l'État. Ce ne sont pas des catégories administratives. D'où les premiers problèmes qui vont rapidement se poser. Mais la première des questions, c'est, vous voyez, et progressivement, ce qui se développe à partir des années 80, et ce que la décentralisation va révéler, parce que la décentralisation oblige à avoir un autre regard sur l'action publique, c'est qu'on ne peut plus dire, oui, moi j'ai construit 150 km de route. La DDE qui dit ça, elle n'existe plus. Enfin, je veux dire, ça n'a plus de sens. Est-ce que la création de routes ou d'autoroutes, ça fait de l'aménagement du territoire ? Est-ce que telle mesure fait du développement durable ? Est-ce que vous pouvez vous dire « Ah, j'ai construit tant de logements sociaux ». Si vous aboutissez à la constitution de ghettos, il n'y a pas de quoi être heureux. Donc, ce qui se pose, c'est que du coup, les réalisations... On va passer de logique la gestion publique va progressivement passer de logique de réalisation à des logiques de résultats. Ce qui explique pourquoi, aujourd'hui, la question des réalisations est une chose, mais ce qui importe en termes de gestion de l'espace public, ce sont les résultats. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous produisez à travers ce que vous faites ? Donc, on ne peut plus se glorifier, si vous voulez, de la seule gestion interne de l'administration. D'où mon hostilité, je ne suis pas loin d'être le seul, à la RGPP. La révision générale des politiques publiques, qu'est-ce que c'est ? Sinon, effectivement, une logique d'économie de moyens qui concerne
les metteurs en œuvre, ceux qui font les politiques, mais pas du tout les résultats. Quand on dit on va étudier les politiques publiques, c'est pas du tout un raisonnement sur les politiques publiques, c'est un raisonnement sur l'administration. On est sur une logique d'économie de moyens au moment où ce qu'il faut, c'est pas l'économie de moyens, c'est raisonner en termes de gestion des coûts, ce qui n'est pas la même chose. Raisonner en termes de gestion des coûts, c'est raisonner en termes de politique publique. Donc vous avez progressivement le passage d'une logique de réalisation en termes de taxation, en termes d'allocation sociale, en termes de construction, de tout ce que vous voudrez, à une logique de résultat. Or, le problème, c'est que vous voyez très bien que les résultats, une politique publique, elle a ce que l'on appelle dans le jargon des politiques publiques toujours des effets liés. C'est-à-dire que vous agissez, vous dites, je vais, donc, cas classique que connaissent bien les DDE, on vous dit il faut refaire la circulation dans le centre-ville, il y a des embouteillages terribles. Vous refaites la circulation, qu'est-ce que vous avez ? Ben vous avez des mutations des commerces, parce que vous avez des endroits où les commerces font tous faillite parce qu'il n'y a plus personne qui passe, et puis au contraire, il y en a d'autres. Donc vous avez des mutations considérables. Donc la question des effets, elle va bien au-delà, effectivement, de la question des réalisations. Donc, du coup, la notion même de territoire change, et les territoires deviennent liés à la nature même des problèmes. D'où, progressivement, on fait cet apprentissage. Vous voyez ? On fait cet apprentissage. Les communes, quand je faisais l'étude sur les... Et ça m'amènera très facilement à ma conclusion, à ma dernière partie. Je vois André, mon neurodateur. Les groupements de communes du sud de l'Ain. Alors je sais que la géographie n'est pas nécessairement ce qui est le mieux porté par les Français, mais quand on est dans des espaces comme celui-ci, on doit bien connaître. Et vous voyez, le sud de l'Ain, vous voyez où se trouve le sud de l'Ain. Et les groupements de communes du sud de l'Ain demandent au préfet et au DDE de l'époque, pas à la DAF, parce que la DAF ne travaille pas sur les grandes villes, les communautés de communes. Aidez-nous. On veut avoir une politique stratégique pour penser notre devenir. Aidez-nous à penser notre devenir. Ben, le préfet et la DDE disent non, on ne sait pas faire. Enfin, c'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est qu'on ne peut pas vous aider. Pourquoi ? Parce que le problème des groupements de communes du sud de l'Ain, c'est l'attraction de Lyon. C'est le Rhône. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, qui est important pour leur devenir, c'est dans le Rhône. C'est-à-dire dans un espace lequel ils n'ont rien à voir. D'où le fait qu'il va falloir inventer un nouveau dispositif ou de nouveaux dispositifs institutionnels pour gérer l'action publique. C'est-à-dire que vous voyez, et c'est la confrontation, c'est là-dessus que je vais terminer, la question fondamentale aujourd'hui de la territorialisation de l'action publique, pas du tout en termes de pensée, de comment on met en œuvre, c'est en bas qu'on met en œuvre, en haut on donne des objectifs, en bas. Non. Parler de territorialisation, c'est parler quels sont les espaces qui sont concernés par des décisions publiques et comment ces espaces sont affectés par les décisions publiques. Donc comment piloter l'action publique ? Or, c'est là que, au jour d'aujourd'hui, intellectuellement, ça y est, tout le monde le dit, vous pouvez aller n'importe où, on vous dit oui, il n'y a pas congruence entre les territoires de gestion des problèmes publics et puis les territoires structurés par les institutions de l'État, etc., le département, commune, etc., etc. Oui, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire. On ne sait toujours pas faire, sauf un petit peu comme dans le domaine de la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche, subitement on se met, il faut tout fusionner. Bon, avec le succès qu'on sait, c'est-à-dire qu'on a encore plus de problèmes à gérer en termes de coordination de l'action que par le passé, presque. Bon. Je ne veux pas parler de Paris-Saclay, bien évidemment, dans ce que je dis. Toute personne qui imaginerait que c'est ça ne ferait une grave erreur. Bon. Or, le problème aujourd'hui, si vous voulez, pour simplifier, c'est qu'on est dans une situation où il faut... Le problème de la gestion publique, c'est comment articuler, je l'ai dit dans le petit résumé que j'ai fait de mon topo, de mon intervention, articuler des finalités ou des problèmes qui sont ce qu'on appelle en anglais des ill-structured problems, des problèmes mal structurés. Vous voyez, construire une route, oui, c'est clair. D'où ça fait appel à des métiers. On peut avoir des logiques de métiers. Et vous retombez sur les problèmes de fonction publique, etc., que j'évoquais tout à l'heure. Construire des logements aussi.
disent que si vous dites on va faire de l'aménagement du territoire, on va gérer l'environnement autrement, faire du développement durable, on va réfléchir sur des problèmes sociaux dont on voit bien qu'ils ne sont pas liés uniquement qu'à un espace donné, mais qu'ils sont très transversaux à des catégories, etc. Prenez l'immigration, etc. Regardez les travaux de l'INED de ce point de vue-là qui sont tout à fait intéressants. Donc, vous avez à gérer des problèmes dont on voit bien que y a beaucoup de colocataires, il y a peu de propriétaires, et que les autorités publiques ont perdu la propriété des problèmes publics. On est au fond même pas des copropriétaires, on est souvent plutôt des colocataires. Sur articuler donc des problèmes publics dont on voit qu'ils sont ill-structured, ce qui pose des problèmes en termes de comment les penser. Vous retombez sur des questions qui sont comment les penser, et surtout, quelle urgence, selon quel degré d'urgence il faut les penser. Ensuite, vous articulez des problèmes de cette nature avec des territoires qui sont tous sauf homogènes. Donc vous voyez très bien que, 2 exemples, il y en a un qui a été formateur pour moi. J'étais, en tant que chercheur, à la commission du Puy-Baudy sur les ports. Moi, je débarque, j'étais tout jeune, on me parle l'Interland du port de Marseille. Pour moi, c'était simple. Sauf que déjà à l'époque, c'était début des années 80, l'Interland du port de Marseille, c'était Lyon, c'était Strasbourg, c'était tout ça. C'est-à-dire, quels sont les espaces affectés? Ensuite, je vais me retrouver à la commission intergouvernementale du tunnel sous la Manche. Alors, le tunnel n'a rien à voir avec moi, heureusement. Par contre, je travaillais sur les questions d'aménagement du territoire. Mais réfléchir sur le tunnel, c'était réfléchir sur l'Espagne. Pourquoi? Parce que les Anglais, quand ils prennent le tunnel, c'est pour aller se faire bronzer chez les Espagnols. Je simplifie naturellement. Mais ça veut dire que vous raisonnez sur des espaces. Ça ne s'arrête pas à Dunkerque-Calais. La lutte entre Dunkerque et Calais, vous apercevez que, petit détail comique, on réfléchit construction du tunnel, on s'aperçoit qu'à Lille, il n'y avait pas un hôtel 4 étoiles. Tout le monde catastrophé, à commencer par le préfet, mais les businessmen, les British, où est-ce qu'ils vont aller s'ils descendent à Lille, etc. Donc, on raisonne sur des espaces qui sont colossaux. Je reprends la belle formule de Norberto Bobbio, le grand juriste italien, qui dit « Si vous voulez vivre dans un environnement non pollué, mais quel est votre espace de référence? C'est la planète. C'est la planète. Ce qui a aussi pour conséquence, on le verra rapidement, que la notion même de citoyenneté est en train d'évoluer. On est citoyen de quoi? Quelle est la communauté de référence? Les citoyens, comme le disait joliment Hannah Arendt, ce sont des égaux différents. Mais ça renvoie, je suis citoyen parce que je participe à une communauté de référence. Et je suis citoyen de quoi? Donc vous voyez, et ce qui explique, et du coup l'idée de citoyenneté renvoie aussi à une idée extrêmement importante en droit public, qui est la notion de souveraineté. Vous voyez qu'on est aujourd'hui dans une souveraineté nomade. Vous avez des effets de souveraineté. Pourquoi? Parce que la décentralisation, elle entérine une règle que connaissent bien les juristes, c'est que l'État n'a pas le monopole du bien public. Ce qui veut dire que les collectivités territoriales ont, pour leur part, une capacité à définir le bien public. Ce qui explique du même coup que la décentralisation et la façon que l'on a aujourd'hui de penser le territoire aboutit à une nouvelle guerre des dieux. Une nouvelle guerre des dieux parce que qui est le patron? Vous voyez, qui est le patron? Qui doit dire quel est le bien public? Vous voyez que vous avez, pour certains autres problèmes, c'est-à-dire c'est l'Europe. Mais quand vous réfléchissez sur l'environnement, on le voit aujourd'hui, avec les Américains, ils ne sont pas tout seuls, mais bon, ils montrent bien la voie. Donc on ne peut pas raisonner aujourd'hui, on raisonne sur des espaces et des communautés de référence qui sont profondément différentes. Bon. Des territoires différents, des acteurs multiples qui se situent à des niveaux différents, d'où la notion que connaissent bien ceux qui font de la gestion publique et de l'analyse de politique publique, la notion de multi-level governance, gouvernance multiniveau. Tout simplement parce qu'effectivement, les impacts se jouent à plusieurs niveaux, etc. etc. Bon. Donc des acteurs multiples qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui n'ont pas les mêmes logiques. Et enfin, pour clore, selon des temporalités profondément différentes.
les temporalités ne sont pas les mêmes suivant les types de problèmes que vous gérez. D'où, pour conclure, les problèmes, aujourd'hui, les coûts les plus décisifs, ce sont des coûts d'intégration qui sont des coûts de coopération. Comment vous construisez l'intégration de ces mondes-là ? Selon quel type d'ingénierie institutionnelle ? Ce n'est pas un hasard si les questions et les réformes institutionnelles n'ont jamais été aussi déterminantes et importantes qu'aujourd'hui. Et si le problème, ce qu'on appelait local government reform quand j'étais jeune, autrement dit tout ce qui se joue autour des décentralisations, du fédéralisme, etc., ce sont comme par hasard des problèmes qui n'ont jamais quitté l'agenda politique. Jamais. Parce que ce sont des problèmes aujourd'hui sur lesquels on bute. C'est-à-dire, quelle ingénierie institutionnelle vous allez penser pour gérer ça, ce bazar ? Comment vous allez faire pour intégrer ça ? Et vous le voyez à travers le cas français qui est d'une certaine manière exemplaire. La loi NOTRe, la réforme territoriale, elle n'avance pas. Elle n'avance pas parce que elle vous montre deux problèmes analytiquement distincts mais fortement complémentaires. C'est que il ne faut pas oublier une chose. Et malheureusement, quand on est dans des cercles de décision, il y a une question dont on ne parle jamais, mais qui est toujours sous-jacente. On parle, le problème nécessite que... Sauf que vous êtes toujours confronté à deux choses. Vous dites que je ne suis pas là. C'est que vous avez deux problèmes fondamentaux à travers lesquels se gère l'action publique, mais tout type d'action. C'est la gestion de l'autorité, la distribution de l'autorité, la lutte des places, comme je dis, d'un côté, et de l'autre, la gestion des problèmes publics. Or, vous voyez très bien aujourd'hui, et ce qui se passe avec autour des sénatoriales le montre bien, et ce que je vous disais tout à l'heure, l'enjeu du local, ce n'est pas la gestion des problèmes publics, c'est qui a l'autorité. Or, vous voyez très bien que pourquoi on n'arrive pas à gérer justement le transfert de compétences, enfin, la hiérarchie des compétences, on dit oui, la clarification des compétences. Pour deux raisons. Il y en a une qui renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est que les compétences, tout problème public aujourd'hui passe par plusieurs types de compétences qui se situent à des niveaux différents. Quasiment toutes les politiques sont multilevel. Vous n'avez pas une politique qui soit purement locale. Toutes les politiques sont pratiquement multilevel. Donc le problème, c'est la coordination. Alors certains disent, ah oui, mais on va penser la clarification des compétences, comme ça les compétences sont par niveau. Sauf que dire ça, c'est dire qui commande. Et comme par hasard, personne ne s'entend sur la distribution des compétences. D'où, derrière la distribution des compétences, l'enjeu, c'est en fait la distribution de l'autorité. Aujourd'hui, on est dans une situation de géométrie brouillée de l'autorité. Pour une raison scientifique et réelle, si vous voulez, qui renvoie à notre réalité, c'est que nous sommes dans une situation d'incertitude généralisée. Comment vous gérez une situation d'incertitude généralisée, ou pour prendre des questions environnementales, voyez bien qu'il y a des questions qui relèvent du niveau local, d'autres du niveau national, en passant par le niveau régional, d'autres niveau européen et certaines niveau planétaire. Comment gérer l'incertitude généralisée à travers des logiques de type bureaucratique, c'est-à-dire qui est le chef ? Qui commande ? Vous ne pouvez pas. Alors, en plus, ça pose les problèmes en France, effectivement, la géométrie brouillée de l'autorité, elle vient du fait qu'effectivement, tout le monde veut être... Quand j'étais à la Direction générale des collectivités locales, en 82, qu'on pensait à décentralisation, c'était extraordinaire. Vous avez le fameux amendement du Sénat qui dit « il ne peut pas y avoir de tutelle d'une collectivité sur une autre ». Grande victoire du Barnum français. Ça concrétise ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus d'autorité, de tutelle d'une collectivité, quel que soit le sens, du haut vers le bas et du bas vers le haut. On entérine en fait une réalité. Et le bazar d'après sera lié au fond à cette règle-là. À l'intérieur, avec Pierre Richard, qui n'est pas le comique que vous connaissez, là, certainement pas,
Pierre Richard dit, mais ce n'est pas un problème, nous avons les blocs de compétences. Sauf que c'était oublier une chose, c'est que les compétences ne déterminent pas des politiques. Les compétences sont des atouts que vous avez plus ou moins pour gérer une politique. Ça veut dire que toute politique publique pensée en termes de problèmes publics nécessite une pluralité de compétences. Et comme par hasard, vous voyez qu'on est toujours dans des politiques où les compétences sont mêlées. Ce qui va favoriser, bien évidemment, le fait que jamais on n'aboutira à trancher. Et comment le problème actuel, et c'est vrai au niveau mondial en matière de gestion publique, comment penser la hiérarchie dans une situation d'incertitude généralisée ? Comment penser la hiérarchie ? Et la notion de chef de fila qui a été inventée pour ça est ridicule. Enfin, il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de contrainte, il n'y a rien. Ah, je suis chef de file, etc. Ok, bon. Donc, on sait très bien que les préfets, ça les fait rigoler eux-mêmes. Ils savent très bien que ça ne marche pas. Ou ça marche quand ça doit marcher, mais sinon, bon. On n'a pas trouvé autre chose que la notion de chef de fila. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de la coordination de l'action est une question centrale. Donc, pour résumer, et là, véritablement terminé, aujourd'hui, on est confronté, le gros problème, aujourd'hui, compte tenu de ce que j'ai dit qu'était la réalité de la gestion publique, en termes de problèmes publics et de conséquences de l'action, c'est qu'on est confronté à 3 types de désajustements. Le premier, c'est ce qu'on ne sait pas gérer véritablement. Entre administration ou organisation, appelez ça comme administration et politique publique. Ce que produit une administration n'a rien à voir avec ce que fait, avec une logique de politique publique. Ce qui explique que toutes les politiques qu'on a eues de contrôle des moyens, de maîtrise type RGPP ou autre, vous pouvez dire « Ah mais regardez comme on est bien géré ». Oui, mais si vous êtes bien géré et que vous êtes inefficace en termes de politique publique, comme me disait mon bon maître Martin Landau aux États-Unis, être efficient, c'est vachement bien, c'est légitime quand on est efficace. Mais chercher à être efficient quand on est efficace, c'est franchement débile. C'est pas très malin. Donc ce qu'il faut chercher, c'est d'abord à être efficace, après on regarde comment. C'est pour ça que je dis qu'il faut passer d'une économie de moyens à une gestion des coûts. Or, le problème, c'est qu'on reste encore très fortement par des gestions qui sont des modes de gestion organisationnels. Les techniques même de gestion sont souvent de cette nature. D'où l'administration va se dire « Ah oui, regardez, alors, quand c'était des grosses administrations comme la DDE ou des administrations fondamentales importantes comme la DDA, le préfet il dit « Quand même, c'est autre chose que les DAS. Hein. » Les préfets n'ont jamais aimé le social. Et... était bien géré, etc. Oui, sauf que, effectivement, la bonne gestion de votre parc de logement, de vos autoroutes, de votre éducation, ça ne fait pas une bonne politique. Il y a une distinction, effectivement, entre la nature des outputs et puis les outcomes. Or, raisonner en termes de politique publique, c'est raisonner sur un territoire, c'est raisonner, effectivement, sur des impacts, sur des conséquences. Premier désajustement. Et ça, c'est une logique qu'on... C'est pas... Là, on la pense. Mais concrètement, c'est extrêmement difficile. Vous avez devant vous des services. Donc, et vous êtes au-dessus, donc vous voulez que les services soient bien, etc., etc. Bon. L'autre désajustement, c'est que vous avez, ce que j'ai évoqué, et je n'ai pas la peine d'y revenir, un désajustement entre la distribution de l'autorité et le traitement des problèmes publics. Vous voyez très bien que vous allez avoir l'autorité sur un département, etc., ou une région, sauf que vos problèmes publics, ils sont sur des espaces et des territoires qui sont transversaux. Vous n'allez pas passer votre temps à fusionner ou à défusionner, suivant l'intelligence que vous avez des problèmes publics ou de leur évolutivité. Donc il faut bien penser des gestions flexibles. Et or ça, on ne sait pas faire. Et le troisième point, pour terminer sur une note démocratique, c'est que du coup, aujourd'hui, vous avez un désajustement entre une démocratie qui vise à choisir ceux qui nous gouvernent et une démocratie qui porte sur le contenu des politiques publiques. On voit très bien qu'un des enjeux aujourd'hui, mon camarade Pierre-Rosan Vallon le montre d'ailleurs très bien, c'est que un des enjeux aujourd'hui de la refonte de la démocratie, c'est qu'il faut que la démocratie colle avec le problème des gouvernements. Historiquement, le problème, c'était de savoir qui était le patron. Mais aujourd'hui, ce n'est pas simplement de savoir qui est le patron. On n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus à l'âge des États absolutistes, on est confronté à des États qui font des choses, qui développent des politiques publiques, des programmes d'action pour gérer des problèmes publics. Ce qui veut dire que la démocratie, elle a aussi quelque chose à voir avec ce que fait
l'État, avec ce que font les autorités publiques. D'où effectivement le problème qui se pose, démocratie participative, etc. etc. C'est pour ça que, avec Pierre Rosanvallon, on a toujours été d'accord là-dessus, quand Pierre dit, la démocratie aujourd'hui, on voit bien qu'il faut qu'elle combine 3 dimensions, si vous voulez, l'impartialité, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des organes qui aient une capacité de contrôle sur ce que font les gouvernements. C'est le Conseil d'État, c'est la Cour des comptes, ça peut être demain d'autres, etc. Il faut ça. Des gens qui disent, voilà. Ça provoque ça, ça génère ça. Et bien évidemment, ça veut dire de l'Öffentlichkeit, comme diraient les Allemands, ça veut dire de la publicité, ça veut dire que rendre des comptes, c'est une activité publique. Et puis, il y a de la réflexivité, c'est le moment des élections, c'est ce que dit Pierre Rosanvallon. C'est-à-dire qu'il y a des élections libres dans lesquelles on va choisir, etc. Et puis, vous avez aussi un autre moment. Mais il ne faut pas qu'il soit le seul. Il ne faut pas qu'une démocratie participative soit un ersatz de démocratie politique qu'on ne sait pas gérer. C'est aussi que vous allez faire participer ce qu'on appelle aujourd'hui les fameux stakeholders à la gestion publique. On va demander des avis, etc. Vous voyez qu'aujourd'hui, construire la démocratie, ce n'est pas simplement réfléchir sur le scrutin, le type de scrutin qu'il y a osé, même si cette question est fondamentale. Mais ça veut dire que taper sur les institutions de contrôle, c'est pas très malin. C'est pas très malin. Après, parce que tout simplement, s'il n'y a plus d'instance de contrôle, on va taper réellement sur les hommes politiques, parce que du coup, il n'y aura plus de garde-fous. C'est-à-dire comment vous construisez ces contre-pouvoirs, c'est tout ça qui se joue. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ce que pose la nature même des problèmes publics. Donc vous voyez l'importance de à travers la notion de territoire. À travers la notion de territoire, on identifie des types de problèmes qui sont justement les questions qui posent le problème du pilotage de l'action publique. Et poser la question du pilotage de l'action publique, in fine, il y a un moment où ça renvoie aussi aux dimensions proprement institutionnelles du politique. Donc c'est tout ça qu'on gère. Donc voilà, je crois que à partir de là, on comprend pourquoi, comme j'ai dit tout à l'heure, on a peut-être une meilleure intelligence des choses, mais en même temps, on n'a pas toujours la maîtrise pratique des transformations. Donc voilà. Merci pour votre...